est Bassan Aramin. Je suis le père d'Abir. Je suis un Palestinien, un musulman, un arabe. J'ai 48 ans. J'ai vécu dans plein d'endroits. Une grotte près d'Hébron, 7 ans en prison, puis un appartement à Anata et ces derniers temps une maison avec jardin à Jéricho près de la mer Morte. J'ai vécu dans une grotte, mais pas une grotte comme vous pourriez l'imaginer. On avait des étagères remplies de livres, des tapis au mur, il faisait frais en été, chaud en hiver. C'était un lieu toujours animé par les voix et la bonne nourriture. On était heureux, on avait ce qu'on voulait. Un jour, quand j'étais petit, mes amis et moi avons hissé le drapeau palestinien dans la cour de notre école. On l'a fait parce que c'était notre drapeau, parce que c'était illégal de le hisser, et parce qu'on savait que ça rendrait fou les soldats israéliens quand ils le verraient de là-haut. On les a regardés arriver et on leur a lancé des pierres. En retour, ils ont tiré des grenades lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des balles réelles. Ensuite, ils ont arraché le drapeau et on leur a encore lancé des pierres et on a encore remonté le drapeau. Hisser un drapeau pouvait valoir 1 an de prison. Bon, on était des gamins, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Des gens arrivent dans votre village, des gens que vous ne reconnaissez pas, des gens qui parlent une langue inconnue, comme des extraterrestres. Ils débarquent avec leur jeep et leurs véhicules blindés, ils patrouillent dans les rues et disent « Montre-moi tes papiers, contre le mur, ferme ta gueule, retourne-toi, allonge-toi ». Ils envahissent votre maison dans les collines, la condamnent, la démolissent, ils arrêtent votre père, vos frères, vos oncles, vous bloquent sur le chemin de l'école, ils arrêtent votre instituteur devant la porte de l'école. Bientôt, ils vous arrêtent aussi. Ils vous obligent à rester debout en plein soleil au checkpoint pendant le ramadan. J'avais la polio, mais je courais quand même jusqu'à l'école en évitant les jeeps. C'était comme une discipline olympique. Des enfants que je connaissais avaient été frappés et tués. Mais ça se passait vraiment comme ça, je n'exagère pas. Tout le monde connaissait au moins un enfant tué et la plupart du temps, plusieurs. À 12 ans, j'ai participé à une manifestation et cela s'est produit sous mes yeux. J'étais au fond de la foule, les bras d'un garçon se sont levés en l'air, il a lâché son dernier souffle, il avait reçu une balle entre les jambes, il s'est écroulé à quelques mètres de moi. Et à compter de ce jour, j'ai ressenti un profond besoin de vengeance. Sauf que je ne le considérais pas comme de la vengeance, mais comme une forme de justice. Pendant longtemps, ça a été la même chose pour moi, la justice et la vengeance. Au début, on se contentait de lancer des pierres et des bouteilles vides. Mais un jour, avec mes amis, on est tombé sur des grenades à main abandonnées dans une grotte et on a décidé de les lancer sur les jeeps israéliennes. 2 d'entre elles ont explosé. Pas même explosé, elles ont fait long feu. Par chance, personne n'a été blessé car on ne savait pas s'en servir correctement. On s'est fait pourchasser dans les collines, attrapé, arrêté. Et en 1985, à l'âge de 17 ans, le verrou de ma cellule s'est refermé devant moi. Une longue histoire. 7 longues années. En prison, on avait une mission. Et les Israéliens aussi avaient une mission. La nôtre était de survivre en tant qu'être humain, la leur de nous déposséder de notre humanité. En prison, un soir, j'ai vu un documentaire télévisé sur l'Holocauste. À l'époque, j'étais heureux de penser au destin des 6 millions de Juifs. Allez-y, crevez, allez-y, s'il vous plaît, tuez-en plus. 7 millions, 8 millions, 9 millions, s'il vous plaît. Pour nous, dans notre jeunesse, la Shoah était un pur mensonge. Je ne m'intéressais pas à l'histoire falsifiée. Mon ennemi n'était que cela, mon ennemi. Il ne pouvait ressentir aucune douleur, il ne pouvait éprouver aucun sentiment, pas après ce qu'il nous avait fait à moi et à ma famille.
Mais faites que tout cela se reproduise encore et encore et encore, tuez-en 10 millions. Pourtant, au bout de quelques minutes, j'ai commencé à ressentir un frisson dans ma colonne vertébrale. J'ai essayé de penser à autre chose, de me convaincre que ce n'était qu'une sensation, rien de vrai, que ce n'était qu'un film, rien de vrai. Aucun être humain ne ferait ça à d'autres êtres humains. Impossible. Qui ferait une chose pareille? Qu'y a-t-il d'humain là-dedans? Et plus ça durait, plus ça devenait barbare. Je ne comprenais pas. Ils étaient là, parqués dans des chambres à gaz sans même se débattre. S'ils savaient qu'ils allaient mourir, pourquoi est-ce qu'ils ne hurlaient pas, ne luttaient pas, ne se battaient pas, n'essayaient pas de fuir? J'étais retourné. Je ne savais plus quoi penser. Je suis resté assis dans ma cellule. Croyez-moi, je n'étais pas un tendre. Mais ce soir-là, je me suis tourné vers le mur, j'ai remonté ma couverture et je me suis mis à trembler. J'ai essayé de le cacher à mes camarades de prison, mais quelque chose au-dedans de moi avait changé. Gamin, je pensais que c'était une punition divine d'être un Palestinien, un musulman, un arabe. Mais en prison, j'ai commencé à réfléchir à notre existence, à notre identité, au fait d'être arabe. Et cela m'a amené à penser aux Juifs aussi. Je savais, désormais, que cet holocauste était vrai, qu'il s'était vraiment produit. Et j'ai commencé à me dire, d'abord à contre-cœur, qu'une part fondamentale de la mentalité israélienne devait en découler. J'ai donc décidé de chercher à comprendre qui étaient véritablement ces gens, comment ils avaient souffert, et pourquoi en 1948 ils avaient retourné leur oppression contre nous, inlassablement volé nos maisons, pris nos terres. Nous, les Palestiniens, sommes devenus les victimes des victimes. Je voulais comprendre davantage d'où tout cela venait-il. En prison, j'ai commencé à apprendre un peu plus de mots d'hébreu et même de yiddish. Assez vite, j'ai pu avoir une conversation avec un gardien. Ça a été le début d'un dialogue et d'une amitié. À compter de ce jour, il m'a traité avec respect. Il m'a laissé boire du thé dans un verre. Il m'a acheté un tapis de prière. Mais c'était illégal, mais il l'a quand même fait. En prison, on fabriquait des boucles de ceinture à partir de boîtes de café. Un des autres gardiens, Meir, était un type très simple. Il avait reçu l'ordre de ne parler à personne, surtout pas à moi. J'étais considéré comme dangereux. Les autorités se méfiaient de moi. Les silencieux sont toujours dangereux. J'étais toujours mis à l'isolement. Mais Meir voulait une ceinture pour sa chérie où il serait écrit « Meir aime Maya » en hébreu. J'ai ordonné à mes camarades prisonniers de lui en fabriquer une jolie. Ils étaient stupéfaits de confectionner une ceinture pour un Israélien, en hébreu qui plus est. Mais ils l'ont quand même fait parce qu'ils avaient confiance en moi. Meir a adoré. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne en échange ?» J'ai répondu « Oh, rien, juste un tout petit pistolet, s'il te plaît. » Il a ri et dit « Sérieusement, qu'est-ce que tu veux ?» J'ai donc demandé aux autres prisonniers ce qu'ils voulaient. Ils étaient tous jeunes. Et ils m'ont répondu qu'ils avaient très envie de Coca-Cola. Vous vous rendez compte? Une bouteille de Coca-Cola, rien de plus. Alors j'ai transmis la requête à Meir, qui a rapporté 2 grandes bouteilles et les a cachées dans un réservoir d'eau. Je me suis assuré que tout le monde avait droit à sa gorgée. Ce jour-là, 120 prisonniers ont pu boire un tout petit peu de Coca-Cola. En prison, je lisais de plus en plus, j'écoutais aussi, je prenais des cours, j'élargissais mon esprit.
Gandhi, Martin Luther King. J'ai commencé à me dire qu'ils avaient peut-être raison et que la seule manière de faire la paix passait par la non-violence et la résistance. J'ai été libéré en octobre 1992. Je me suis marié tout de suite après. Ça a été la période la plus heureuse de ma vie. En 1994, nous avons eu notre premier enfant, que nous avons appelé Arahab. J'étais père, désormais. J'avais le devoir de réfléchir différemment. C'était l'époque des accords d'Oslo et il y avait un immense espoir d'une solution à 2 États. Mais Oslo s'est désintégré. J'étais totalement désemparé. Encore une occasion de perdue. Et là-dessus, les attentats ont commencé. Et ça a été la plus grosse erreur politique, stratégique et morale que nous avons commise pendant la 2e intifada. J'ai commencé à être encore plus actif, à dire que nous devions changer de méthode. Je lisais toujours plus de textes sur la non-violence et l'engagement politique. J'ai commencé à me rendre compte que la violence était exactement ce que nos adversaires voulaient nous voir employer. Ils préfèrent la violence parce qu'ils peuvent l'affronter. Ils sont beaucoup plus rodés à la violence. C'est la non-violence qu'il est difficile d'affronter. Et ce, qu'elle provienne des Israéliens ou des Palestiniens ou des deux, elle désarçonne. Non, que les choses soient bien claires, hein. Je n'ai pas renoncé à mes convictions. J'ai toujours poursuivi, je poursuivrai toujours le même but jusqu'à ce qu'il devienne réalité, mettre fin à l'occupation israélienne. Voyez-vous, l'occupation existe dans le moindre aspect de votre vie. Il est tragique que nous soyons constamment obligés de prouver que nous sommes des êtres humains. Non seulement aux Israéliens, mais aux autres Arabes, aux Américains, aux Chinois, aux Européens. Et pourquoi donc ? Je ne ressemble pas à un être humain. Je ne saigne pas du sang d'humain. Nous ne sommes pas exceptionnels. Nous sommes un peuple comme n'importe quel autre. Il a fallu attendre 2005 pour que certains d'entre nous commencent à rencontrer en secret d'anciens soldats israéliens. Je faisais partie des 4 premiers Palestiniens. Vous ne pouvez pas imaginer cette première réunion, là-haut, à l'hôtel Everest. Pour nous, c'était des criminels, des tueurs, des ennemis, des assassins. Et pour eux, nous étions la même chose. Au début, je me fichais bien de leur sort. D'accord, ils étaient différents, et puis quoi ? Ce n'est que plus tard que nous avons commencé les uns et les autres à se sentir une responsabilité mutuelle. Bien sûr, chacun avait un point de vue différent. Eux sont les occupants, et nous sommes ceux sous occupation. Mais au bout du compte, on mourrait tous, on s'entretuait inlassablement. On avait plutôt besoin d'apprendre à nous connaître. Il est là, le centre de gravité, le cœur du problème. Il y aura la sécurité pour tous le jour où il y aura la justice pour chacun. Comme je le dis toujours, découvrir l'humanité de votre ennemi, sa noblesse, est un désastre. Parce qu'il n'est plus votre ennemi. Il ne peut plus l'être. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le 16 janvier 2007, 2 ans après la création des combattants pour la paix, ma fille de 10 ans, Abir, est sortie de son école tôt le matin. C'était une journée paisible. Il ne se passait pas grand-chose. Elle se trouvait juste devant la porte de l'école quand elle s'est fait tirer dessus par un membre de la police des frontières israéliennes, avec une balle en caoutchouc. Elle a reçu cette balle, à l'arrière du crâne. Elle venait d'aller au magasin, elle venait de s'acheter des bonbons. Elle n'a jamais repris conscience. L'ambulance a été retardée pendant des heures parce qu'il y avait soi-disant des émeutes.
Rapidement, le reste du monde a été consterné par les détails, en particulier le fait qu'Abir venait juste d'acheter des bonbons. Certains faits sont bouleversants tant ils sont simples. Je me réveille souvent en y pensant. Les bonbons les plus chers du monde. Je me trouvais donc dans la situation d'un homme dont la fille a été assassinée par ceux-là même avec qui il veut faire la paix. Mon enfant n'était pas une combattante. Elle n'était pas membre du Fatah ou du Hamas. Elle était un rayon de soleil. Elle était le beau temps. Elle m'avait dit un jour qu'elle voulait être ingénieure plus tard. Vous imaginez le genre de pont qu'elle aurait pu construire ? Je n'avais pas envie d'un fusil. Je ne voulais pas d'une grenade. Pour moi, la voie de la non-violence était son retour. Pas même une fraction de seconde. À l'enterrement, j'ai dit que je ne chercherais pas la vengeance, même si certains Israéliens que je connaissais, oui, des Israéliens, affirmaient qu'ils la chercheraient à ma place, tant ils étaient en colère pour moi. Ça ne m'intéressait pas. Je savais que la suite ne dépendait que de moi. Il fallait que je fasse quelque chose. Les gens devaient savoir ce qui se passait. Alors j'ai rejoint le cercle des parents, quelques jours après la mort d'Abir. Ma vie est devenue mon message. Je m'y suis jeté à corps perdu. Dites ce que vous voudrez, traitez-moi de traître, de collaborateur, de lâche, de tout ce que vous voudrez, je m'en moque. Je sais qui je suis. Personne n'a été inculpé pour le meurtre d'Abir. Néanmoins, j'ai décidé de poursuivre le combat au civil. Appelez ça folie pure, et c'était le cas. Mais il m'a fallu 4 ans de plus pour prouver devant un tribunal civil qu'Abir avait été tué par une balle en caoutchouc. 4 ans! J'essaie de comprendre. C'est si difficile à expliquer. Chaque jour, je m'assois encore dans l'ambulance. Je n'arrête pas d'attendre qu'elle avance. Chaque jour, ma fille se refait tuer et chaque jour, je suis assis dans l'ambulance. Je veux qu'elle avance. S'il te plaît, avance. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, roule. Pourquoi est-ce que tu restes là? Allez, on y va. Après, je restais dans ma voiture et je pleurais sur le volant. Vous vous souvenez de tout? De la moindre chose? Abir aimait dessiner. Elle aimait les ours. Et elle aimait la mer. Dans mon rêve, je l'emmène au bord de la mer et elle court le long de la jetée. Trouvez-moi un seul père sur cette planète qui ne veut pas emmener sa fille à la mer. Je ne pouvais pas le faire à l'époque. Je n'avais pas de permis. Mais je refuse d'être une victime. Je l'ai décidé il y a longtemps. Il y a une victime vivante. Et c'est l'homme qui a tué ma fille. Il était adolescent quand il lui a tiré dessus. Il ne savait pas pourquoi il la tuait. Il n'était pas un héros, pas un champion. Comment peut-on tirer dans le dos d'une fillette? Quand ils ont tué ma fille, ils ont tué ma peur. Je n'ai aucune peur. Je peux tout faire maintenant. Je n'ai plus le temps de haïr. Nous devons apprendre à nous servir de notre douleur, investir dans notre paix, pas dans notre sang. Voilà ce que nous disons. Vous pouvez me haïr autant que vous voulez, très bien. Vous pouvez construire tous les murs que vous voulez, très bien. Si vous croyez qu'un mur vous apportera la sécurité, ne vous gênez pas. Mais faites-le dans votre jardin, pas dans le mien.